Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale clôture du mois de la femme. Nous sommes le 31 mars. Pendant 30 jours, pendant plus de 30 jours d'ailleurs, l'humanité a célébré la jeune féminine. Mais au-delà de la célébration, Géopolis Télévision s'est proposé de faire un petit bilan avec les femmes, notamment sur la question de leadership féminin. Alors pour discuter de ces sujets, nous avons sur ce plateau Junie Ilunga, assistante du directeur général de Géopolis Télévision. Avec elle, nous allons parler du combat de la femme, mais éventuellement aussi nous allons parler de la discrimination dont la femme se dit être l'objet. En deuxième partie, nous allons accueillir Tania Kapinga, coordonnatrice de Géopolis Télévision. Avec elle, nous allons parler aussi de leadership féminin, mais aussi on va parler de l'autonomisation de la femme. Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour Junie. Bonjour Monsieur Patrick. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord cet élément. À l'occasion du mois de la femme, Géopolis Télévision a tendu le micro à plusieurs femmes de Kinshasa. Écoutez ce qu'elles disent en rapport avec la date du 8 mars. C'est une journée révolutionnaire qui permet à la femme de se connaître sa place dans le milieu professionnel surtout. Et ça l'a bien. Jour où maman nyonso bazalaka wana papa salanga moi cadeau parce que ça journée la biso papa zalanga bien pour esa journée la biso papa ça ce jour moko wana ya on to sepela na jour wana makasi net na journée lelo mabala mingi ekufi po parce que basi mingi batelela ka mibali so telel mobali net na Congo na biso misala ba papa ezate fo yo moko sani o débrouiller pour la lobby ezala venir ya bana na oza na bango na ndako ba luka batanga kolia na bango kotelela ka mobali te po so tele mobali eza passe po nga na teka ka nyos eza na basi o bateka te balanda lokola nga ba bando koteka bon conseil na opesa basi eza boy hein. C'est pas dit que le gars est le 8 mars, tout c'est tout mythique à bongo non. Zalaga maman tant que maman nous la maman. To ba tele banda kuna biso kimiezala en tout cas journée na biso to zape makasi journée na biso le kapé malamu. To betsa batu mabakute ba papa mabakute. Voilà, vous avez suivi ce que les dames et les femmes disent à propos du 8 mars. Mais Madame Junie, nous avons pensé vous avoir parce que vous êtes une femme qui est dans le monde professionnel. Oui. Alors, on vous rappelle que c'est depuis 1910 que la date du 8 mars a été instituée et ça fait plus d'un siècle que la femme est célébrée, elle se célèbre elle-même aussi. Mais au-delà des slogans qui changent chaque année, au-delà des slogans et des thèmes, est-ce qu'il faut changer même le paradigme du combat de la femme? Vous avez dit ça fait un siècle que nous fêtons que cette journée a été instituée, une journée qui lutte pour le droit de la femme. Je ne pense pas qu'il faudrait sortir de ce contexte-là, de festoyer, de paradigme et tout ça. Pourquoi? Parce que si il faut voir la femme d'elle-même, la femme c'est la fête. Là, nous retournons vers la jeunesse. Nous faisons référence à notre Seigneur, le Dieu, le Père, où il a créé la femme en dernier lieu. Donc, il a tout planifié, il a tout mis en place pour que cette femme s'y retrouve, pour que cette femme-là soit dans de conditions qu'il le faut, dans de conditions qu'il faut. Et retournons vers le premier homme qui est Adam, qui a honoré la femme de son réveil. Donc cette femme, pour pouvoir la capter, moi je pense que l'idée de la fêter, de célébrer cette journée est très 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 capitale. Mais ça fait plus d'un siècle qu'on célèbre et que les femmes se plaignent que les choses ne changent pas. Est-ce qu'il ne faut pas changer l'angle de ce combat-là? Est-ce qu'il faut continuer à festoyer simplement? Nous festoyons pas seulement parce que nous portons de pagne, nous festoyons pas seulement parce que nous sommes dans des nganda, hein?
tozoliamo maboke les ngoulou et tout, nous festoyons surtout la femme, l'intérieur de la femme, qui vous n'allez pas me contredire, qui est en train d'être changée. Cette femme qui, auparavant, jadis, n'avait pas accès à la politique. Cette femme, auparavant, jadis, n'avait pas accès à la profession parce que s'il faudrait faire aussi un retour en arrière, même si on n'a pas été présent, nous n'avons pas assisté à cette époque-là, mais par l'histoire, nous comprenons que cette femme, elle a plus été centralisée du côté foyer, femme au foyer. Et c'était plus le petit coup de main de la maison qu'on l'apprenait avec beaucoup trop de limites. Alors, mais aujourd'hui, ils ont choisi l'angle de festoyer, mais dans la conscientisation. Voilà, vous avez parlé de la femme politique, la femme qui est maintenant dans la politique, oui. Mais pour, par exemple, l'électorat du Congo, semble-t-il, il y a plus de femmes que d'hommes, mais on voit parmi ceux qui sont élus, il y a plus d'hommes que la femme. Alors, il y en a qui disent que la femme ne soutient pas la femme. Alors, ne vous en faites pas, vous pouvez répondre aussi en lingala. L'émission est bilingue, hein, en lingala français. Alors, pourquoi cette réalité-là, la femme ne soutient pas la femme? Beaucoup d'électeurs femmes, d'électrices en l'occurrence, mais les élus sont en majorité les hommes. La parce femme que est l'homme a elle-même commencé... l'obstacle de son combat. C'est logique parce que la femme ne croit pas en elle-même. Voilà pourquoi nous célébrons, nous conscientisons la femme dans ces sens-là. Parce que cette femme-là qui est habituée à être une femme de foyer, qui est habituée à être derrière l'homme, pense que elle-même ou sa représentativité, qui est une femme, ne sera pas en mesure de la représenter comme il faut parce que depuis la nuit de temps, c'est l'homme qui représente la femme, c'est l'homme qui défend la femme, c'est l'homme qui est au four et au moulin, qui rapporte à la ration, qui rapporte à manger, tout ça, qui prend soin de la famille. Quoi de plus que cette femme reste encore dans l'ignorance, d'où les combats que nous menons du jour au lendemain. Je crois que c'est un pari réussi parce que le nombre commence à croître. Je crois que plus tard, nous allons changer ces langages-là que vous venez de numérer tout à l'heure. Alors, que vous inspire maintenant le cliché qui dit « Moi, ça tongarambo kate » oui, moi, ça m'inspire beaucoup de complexes. Beaucoup de complexes parce que s'il faudrait tirer quelque chose, ces paroles-là viennent des hommes complexés qui, auparavant, se sont réunis pour pouvoir affaiblir la femme, pour pouvoir rendre la femme moindre. Donc, parce que s'ils disent que la femme ne construit pas, mais attends, qui prend soin de cet homme-là même, qui aujourd'hui est président de la République, qui est ministre, qui est chef de l'entreprise, c'est la femme, c'est son éducation parce que l'homme est tout le temps parti. C'est cette femme-là aussi qui embrasse le tout. Non seulement prendre soin de cet homme-là pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, mais aujourd'hui, cette femme-là est au four et au moulin et on ne peut pas dire le contraire de ce que l'on voit déjà. Donc, si je vous ai bien suivi, c'est un peu appuyer le dicton qui dit que derrière chaque homme se cache une voilà. Femme. Alors, ils se sont contredits. Voilà, donc il y a aussi, les femmes parlent d'une certaine discrimination dont elles sont l'objet ou bien dont elles seraient l'objet. Alors vous, particulièrement, vous êtes une femme dans le milieu professionnel. Est-ce que vous avez déjà été une fois victime de la discrimination du fait de votre appartenance à la gente féminine? Là, je dirais c'est notre vie de chaque jour. Chaque femme le connaisse, elles ne pourront pas me contredire que nous sommes discriminés chaque jour. Donc, tozo vivre nango mikolo na mikolo, tozo bikango mikolo na mikolo. S'il faudrait étaler plutôt des exemples concrets, ça ne sera pas nécessaire d'étaler tout ça parce que la femme le sait. Et ce ne sont pas
là je m'adresse, excusez-moi de précéder un peu, là je m'adresse à toutes ces femmes que ce n'est pas une occasion pour nous de baisser les bras, ce n'est pas une occasion pour nous de lâcher prise, c'est une occasion pour nous de tenir bon, parce que cette discrimination prouve à suffisance que l'homme sait que nous valons plus. Voilà, donc en préparant cette émission, il y en a qui m'ont dit que la femme s'est plainte d'être discriminée, mais il y a des endroits où elle est privilégiée du fait d'être femme. Est-ce que vous confirmez que le fait d'être femme à certains endroits constitue un privilège? Non, parce que je travaille également avec les femmes et les hommes, excusez-moi ici. J'ai un directeur général qui je salue en passant, monsieur William Albert Kalingay, qui est un homme, mais il ne nous privilégie pas. Nous sommes au même pied d'égalité que les hommes. D'ailleurs, nous sommes traités durement sur le plan du travail, parce que il aimerait que nous puissions être égales à l'homme, que cette parité soit respectée. Je ne suis pas de cet avis. Voilà, dans le monde politique ou bien dans le monde professionnel, on parle de plus en plus de la disparité. Mais les statistiques montrent aussi qu'en Afrique, à l'école notamment, il y a plus de garçons que des filles. Est-ce que le combat ne serait-il pas plus, on va dire, plus efficace en le menant à la base? Est-ce que la femme ne doit pas commencer d'abord à être à part égale, à participer autant que l'homme à l'école primaire pour espérer corriger cette disparité-là? Mais ce sont des choses du passé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est bien beau que nous sommes en train de mener une lutte qui n'est pas facile. Nous avons un grand pays, pour ne citer que notre pays d'abord, qui est un grand pays qui régit au sein de ces pays. Nous avons énormément de femmes. Et puis là, en Afrique et dans le monde, et de par notre éducation, comme on l'avait énuméré tout à l'heure, nous avons eu du mal à envoyer cette jeune fille à l'école. Il y a eu la déscolarisation. Donc, nous avons plus privilégié nos parents, nos pères ont plus privilégié l'homme. Le garçon. Ah oui, oui, à l'instar de la femme. Donc, la femme était plus réservée pour le mariage précoce et pour de grossesses précoces. Alors, c'est ce qui était à la base de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, aujourd'hui, avec des fondations qui se multiplient, nous voyons déjà que c'est un pari gagné dans la capitale et nos provinces suivent le pas. Junie Ilunga, on vous remercie d'avoir été là. Et merci à vous. Vous allez regarder la caméra et dire un mot à la femme qui vous suit et qui vous écoute aujourd'hui. Regarder la caméra et dire un mot à toutes ces femmes. Je sais que Bozo Yokanga, Bozali Ebele, Bassi à République démocratique du Congo, partout ailleurs, Tozali na Etumba. Nous avons un combat à mener. Nous avons cette journée, c'est vrai que nous le décorons. Naba pagne na biso, naba fête na biso. Nous sommes privilégiés, na moi ba cadeau et tout. Mais n'oublions pas le plus important. Le plus important, c'est cette lutte-là. Le plus important, c'est notre pari. Nous avons une mission. Nous avons une mission dans ces mondes. Chacun d'entre nous avons quelque chose à émettre, à accomplir. Alors, Tobo Sané, tout chama beaucoup, Tobunda. Est-ce que tu as kilobi, les loto telema, peut-être ça la koleka, oya lobby, parce que mon kilo est à balité, et à penabasi. C'est ensemble que nous allons réussir. Il y a kolonga, au lobby tout longa quitter. C'est parce que tout ce qui peut mibali mingi bango moko. Il y a peut-être le chose et simba quitter, mais ensemble, je pense que tout ira mieux. Voilà, on espère que c'est vraiment la réalité. Vous avez parlé du Congo qui est grand, le Congo qui a enfanté aussi beaucoup de femmes journalistes, beaucoup de femmes entrepreneurs, des femmes politiques. Et à l'occasion du mois de la femme, Géopolis a accordé la parole aux femmes politiques, aux femmes d'affaires, aux femmes journalistes et aux femmes avocats, lesquels nous ont parlé de leur travail. Et dans cet élément qui va suivre, je vous propose de suivre les interviews et les portraits des femmes qui se distinguent dans leur domaine spécifique. Suivez. Quand nous allons à l'école, nous allons en commençant par le bas âge, à l'école primaire jusqu'au niveau de l'université. Il n'y a pas de cours spécifiques
aux hommes et aux femmes. Donc tout le monde accède aux mêmes cours, tout le monde accède à la même formation. Donc je dis que tout le monde peut aussi accéder au même poste. Donc la femme peut accéder à un poste qu'un homme peut occuper. On a besoin plus de la compétence. Donc moi d'ailleurs, je suis pour que les femmes soient au même pied d'égalité. Quand on dit au même pied d'égalité, cela ne veut pas dire que la femme devient impolie, la femme ne respecte pas l'homme en tant qu'homme, mais non, le respect doit être mutuel. Autant que l'homme respecte la femme doit aussi respecter l'homme. Mais c'est au niveau des compétences. C'est qu'un homme, une femme peut diriger autant qu'un homme. Donc une femme peut diriger une église, une entreprise, elle peut diriger une association autant que l'homme. On a plus besoin de la compétence, on n'a pas besoin du sexe à ces niveaux. Il est plus difficile pour une femme de rester focus sur sa vision parce que les hommes de sa vie ont toujours un grain de sel à mettre dedans, même si ce n'est pas dans la vision de la femme. Et ils essayent de s'imposer. Et du coup, ça perturbe. Si j'étais un homme avec ma vision, j'aurais eu un mentor, j'aurais eu une épouse, mon père, mes frères, qui m'auraient accompagné plus facilement sur ma vision en m'aidant à rester dans ma vision. Mais parce que je suis une femme, les hommes de ma vie ont tendance à me coopter dans leur vision de ma vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça rend la chose un peu plus difficile pour les femmes. Le conseil, il faut garder la tête froide. Ça, c'est ce que je dis à toutes les femmes. Hein. Il faut garder la tête froide. N'hésitez pas de passer pour la rebelle. Si le Seigneur vous fait grâce, et j'espère qu'il fait grâce à tout le monde, d'avoir un époux compréhensif qui, à un moment donné, connaît ses limites par rapport à sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment donné, ici, il ne faut pas déranger la fille, là, sinon ça va s'abîmer, elle va pas se plier. Donc, voilà. Restez focus. Et encore une fois, c'est pas évident. C'est pas évident d'être la mauvaise fille du coin. Sincèrement, c'est plus difficile. Et pourtant, si on laisse les femmes isolées, seules, dans leur vision, dans leur monde, dans leur façon de faire et tout ça, et qu'on arrête les préjugés et les barrières liées à la féminité, je pense que les femmes sont quand même à même d'être meilleurs entrepreneurs que les hommes. Pardon les hommes, je ne suis pas sexiste. C'est simplement parce que lorsqu'on prend les compétences ou les qualités d'un entrepreneur, d'un leader, les qualités innées, innées, les qualités basiques, les femmes ont tendance à les avoir naturellement. Elles les ont naturellement, elles sont nées avec. RDC, c'est ciblé vraiment, mais en pourcentage, les efforts, il y a des institutions. Et pas dans la commune, je peux dire c'est avancé comme moi. Je suis quand même chef, après les deux bourgmestres, c'est moi. Dans ma service, on appelle Bassi Bazali et qui se distingue. Chez nous, à la commune, c'est la compétence. Nous avons eu ces postes pas parce qu'il y avait des sentiments contraires, mais non parce qu'on les a mérités, parce qu'on se connaît quelque chose. Déjà avant de finir mes études, j'étais déjà dans les organisations, pas féminines, mais c'était organisation des jeunes. Et puis une organisation de protection des enfants, le fonds de promotion pour enfants en difficulté, et ainsi de suite. Action droit, quand j'ai fini mes études, on a continué. Et puis j'ai créé avec l'appui des autres le réseau de Congo Genre et Développement. Je suis arrivée après dans les institutions publiques, dans les ministères, comme conseillère, plusieurs ministères. Et finalement, j'atterris toujours au sein de la société civile à la CNDH. Et pour arriver à la CNDH, d'abord, avant d'arriver comme rapporteur, il fallait d'abord postuler pour y arriver selon la loi organique de la CNDH. Et donc, pour les organisations féminines, il fallait présenter 4 candidatures, donc 4 noms. J'ai été parmi celles qui ont posé leur candidature. Je me suis dit que je pouvais également bien répondre aux critères qui ont été lancés. Et donc, j'ai déposé ma candidature. On était 4 femmes. 2 noms devaient être envoyés au sein de l'Assemblée nationale, soit par consensus, soit par élection. Et dans la composante organisation des droits spécifiques des femmes, il y a eu les élections. On a été 2 à être élus. Et les noms ont été transmis à l'Assemblée nationale qui devait décider du nom de la personne qui devait être entériné par l'Assemblée nationale. Et comme vous avez dit, ce n'était pas par nomination. Donc,
pour les institutions d'appui à la démocratie, il y a une certaine procédure. Et pour la CNDH, c'est cette procédure-là pour ce qui a été fait pour les organisations féminines. Donc, les noms ont été transmis à l'Assemblée nationale. Il y a eu désignation, entérinement d'un nom. Dieu a fait que ça soit le mien. Et donc, nous avons été présentés à l'Assemblée nationale et nous sommes venus à la CNDH d'abord comme commissaires, 9 commissaires. Et il fallait mettre en place le bureau définitif pour 4 personnes. Mais avant, comme dans toutes les institutions, vous savez, il faut qu'il y ait un bureau provisoire. Et j'ai également fait partie du bureau provisoire, ce qu'on appelle le bureau d'âge. Donc j'ai été la dernière, donc la moine en tout cas de l'institution, la Benjamin. Et donc j'ai été dans le bureau provisoire. Et ensuite, il fallait également poser la candidature pour faire partie du bureau définitif. J'ai également posé ma candidature comme rapporteur et j'ai eu l'opportunité d'être retenue comme candidate unique à ce poste. Donc je n'ai pas eu trop à me battre. Et donc j'en remercie encore une fois, après 5 ans et demi, mes collègues qui avaient estimé en ce moment-là que je pouvais être rapporteur sans qu'il y ait d'autres candidatures à mes côtés. Donc c'est ainsi que je suis devenue rapporteur de la Commission nationale de l'État. D'abord, c'est un point de vue personnel. J'ai trouvé que la femme n'avait pas de place dans la société. Et dans ma communauté d'origine, comme je pourrais dire, les femmes sont délaissées pour compte. Elles n'ont pas droit à la parole. Ça, c'est quelque chose qui révolutionnait mon caractère depuis ma tendre enfance. Je voulais m'exprimer, je voulais être libre. Je voulais donc participer à tout ce que les hommes faisaient. Et je peux vous faire rire que moi, je suis entrée dans le mariage prochain, mais j'ai partagé, j'ai suivi les matchs avec mon mari et ses amis et on discutait des joueurs qui étaient dans les matchs, surtout les matchs de la Coupe du Monde. J'étais vraiment participante aux discussions entre les hommes qui regardaient les matchs. Et en politique, je trouvais que chez moi, la femme n'était pas représentée. Dans ma contrée, la femme n'avait pas de place. Il n'y avait aucune femme qui était élue, il n'y avait aucune femme qui pouvait se retrouver dans une institution. Et quand par exemple il y avait des nominations, même au niveau des postes des nominations, pas des postes électifs, chez moi il y avait toujours les hommes. Que la femme n'était pas vraiment représentée. Et ça, au fond de moi, ça me travaillait. Et dès que j'ai eu l'opportunité d'entrer en politique, je me suis dit, je veux aller représenter la femme de ma contrée. C'est ce qui m'a amené en politique. Vous venez là de suivre un portrait ou bien des portraits et des interviews des femmes qui se distinguent dans leur métier spécifique. Et autour de leadership de la femme, ce sera le thème de notre deuxième partie de l'émission où nous avons le réel plaisir d'accueillir Tania Kapinga. Bonjour. Bonjour monsieur. Tania Kapinga, vous êtes coordonnatrice de la télévision Géopolis TV. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir beaucoup d'hommes derrière vous? Comment vous vous y prenez pour vous en sortir? C'est trop de pression déjà. Merci beaucoup pour cette question. Être au devant de la scène face aux hommes, c'est un challenge. Pourquoi? Parce que déjà, rien n'est acquis pour une femme. On est là pour faire des preuves. On est censé faire ses preuves tous les jours. Et diriger ou coordonner un groupe d'hommes, il faut faire face à la pression du groupe, à la pression de la société, à la pression de la famille aussi, parce que en tant que femme, rien n'est acquis. Beaucoup pensent que la femme est un sexe faible, mais c'est pas ça. La femme est forte. On a appris dès le bas âge à gérer plusieurs aspects de notre vie. C'est à partir de ce travail que moi je me dis, je peux le faire. C'est pas facile, c'est vrai, certes, mais ensemble on peut faire quelque chose, parce que c'est gérer d'abord une équipe, c'est gérer des réussites et des échecs. Et par là, je pourrais dire, comme il y a une citation qui dit, les échecs sont orphelins, mais la réussite a plusieurs parents. C'est facile d'acclamer lorsqu'on réussit, mais lorsqu'on échoue, personne ne veut accepter ou porter le poids de cet échec. Et nous, on a accepté, malgré les défis, malgré les incertitudes, d'avancer ensemble, de définir la vision de la structure où j'évolue, de
gérer une équipe et de promouvoir la structure. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il est plus facile pour une femme de diriger les hommes que de diriger les femmes? Ils ont en partie raison, en partie tort. Pourquoi? Parce qu'entre nous femmes, il y a toujours une compétitivité. On a du mal à s'accepter entre nous femmes, ça c'est vrai. Et même, je ne sais pas si je me trompe, parmi les leaders, il arrive de fois où on a la facilité d'aborder un homme qu'une femme. Pourquoi? Certaines femmes, on a des appréhensions vis-à-vis de l'autre. On se dit peut-être qu'elle peut prendre ma place. Mais un homme, lui, étant machiste, entre guillemets, il va se dire elle ne va pas y arriver. Donc je le laisse aller. Je suis sûre et certaine qu'elle va échouer. Et ce défi-là, beaucoup de femmes qui ont compris cela, elles avancent. Malgré le défi, elles se disent je peux y arriver, je peux franchir cette porte. Et moi, je suis de cette deuxième partie, de cette deuxième catégorie des gens qui se disent que tout est possible. Voilà, tout est possible. Si vous permettez, on va parler un peu de l'autonomisation de la femme. Il y en a qui pensent que la dépendance économique de la femme vis-à-vis de l'homme accroît sa vulnérabilité. Est-ce qu'une femme autonome économiquement est plus forte? Oui. Elle est forte, pourquoi? Parce que de par son autonomie, elle va déjà arriver à aider l'homme. La femme, lorsqu'elle va comprendre que l'homme n'est pas son maître, mais son partenaire de vie, son partenaire d'affaires, elle peut aller partout où elle veut. Parce que lorsqu'on dit derrière un homme, il y a un grand homme, il y a une grande femme, c'est de la même manière, on peut dire aussi derrière une grande dame, il y a un grand homme. Il y a quelqu'un qui a cru en elle. Et si la femme en elle-même, elle accepte à ce que je peux faire ça, on peut aller loin. L'autonomie de la femme, surtout lorsque la femme est éduquée. Et l'autonomisation de la femme doit passer par l'éducation. Une femme qui a reçu une bonne éducation, qui sait qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, elle peut aller loin et toutes les portes peuvent s'ouvrir à elle. Alors, selon une femme qu'on a reçue ici sur le plateau de Géopolis Télévision, elle pense qu'une femme s'épanouit mieux quand elle n'a pas l'accompagnement masculin. Est-ce que c'est votre avis aussi? Pas toujours. Pas toujours. Moi, je pense, pour moi, en tant que femme, le défi ou les challenges que les hommes nous présentent, deux fois, ça nous booste. Même si, deux fois, nous femmes, on proie parfois à des incertitudes, ça c'est vrai. Deux fois, on se sous-estime même, on manque de confiance. Mais lorsqu'on arrive à avoir de l'estime de soi, on peut aller loin. Que l'homme soit derrière ou pas, la femme en général, elle est forte. La femme, elle est forte parce qu'elle peut tout supporter. Une femme, pour arriver à abandonner, à moins qu'elle puisse plus respirer. Mais en général, la femme, elle est forte. Voilà, vous avez parlé en demi-mot en termes d'interdépendance entre la femme et l'homme. Alors, je vous propose, avant de revenir à vous, de suivre d'abord cet élément qu'on a fait avec la rédaction des Géopolis Télévision, où la rédaction a tendu le micro à des femmes qui ont répondu sur la question comment répartir les charges dans un couple où la femme et l'homme travaillent. Suivez. Bana basi mususu balingaka kaka ke fo azela mobali amsu nde babima boye na journée mobali amsu azwi mpe loo te amsu azwi mpe loo te amsu ayelolaki so ata mwa 10 000 mwa 5 000 mais na mwasa mayele mwa mbongo wana mwa 5 mwa peso na kokoke mbango amsu odebri ata mwa nini mwa kelke mwa mbuma obandi mpo koteka mpe oavance mpe na omoni toza na afrique awa mobali azosala mwasi mpe azosala soki mwasi ozosala te ovandi na ndako toyeba oza goyigoyi oza goyigoyi oui oza goyigoyi fo mwasi aluka po soki ozoluka te komika savant papa apesa eloko moke papa apesa te mwasi fo olukaka mwasi fo osala fo oluka ya na conseil na bana nanga basi na bango fo basala. À mon humble avis, moi j'estime, si le mari travaille et la femme travaille aussi, il y a certaines dépenses où les deux doivent mettre la main à la pâte. On parle toujours de l'égalité du genre de l'égalité homme-femme. Non, il n'y aura jamais de parité. L'homme est toujours supérieur parce que l'homme a été créé par Dieu. La femme a été tirée. J'estime que
Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, nous sommes en plein 21e siècle. Effectivement, comme la femme travaille, elle doit aussi mettre la main à la pâte. Mais sinon, la responsabilité première incombe au mari. Nzamba sali asalaki mwasi po azala abanda kosunga mobali. Bon, na couple ceux qui maman zo sala papa zo sala. Biso nyonso mibale, il faut vraiment to sungala. Mwasi asali ba dépense, mobali pe asali. Libala mwasi na mobali toza un abiso wana, c'est-à-dire il faut to sungana na makambo nyonso kote ya mbongo na ndako na bamisala na ndenge ya kosunga ta bana, il faut to la kisake toza ce qui omoni mwasi vraiment azosunga mobali na yete c'est que ayebi valeur ya libala te, et puis il faut mama wana abongwa mbongo wana azozwa pona mobali pona bana eza pona ye mon côté. Il faut vraiment sunga famille. Je commence par te dire, si la femme travaille, c'est sous la couverture de l'homme. C'est quand l'homme a dit, mais pas de la parité comme ça. Tout ce qu'elle fait, c'est sous ma couverture. J'ai droit de prendre son salaire donné à qui je veux. Hein? Si je trouve qu'effectivement à la maison, les enfants vont à l'école. Si on ne collabore pas ensemble, où est le but du mariage? Hein? Ou c'est l'homme qui fait la loi, ou c'est la femme. Tu sais, il y a certains couples où les femmes travaillent. Mais si c'est elle qui paye le loyer, même au lit, là, tu as une petite place comme ça, la femme dort comme ça. Tu dis, bouge là-bas, ça ne... qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mais c'est ça la réalité dans la vie. Maintenant, à ce moment-là, il faut que l'homme soit dictateur. Si tu n'es pas dictateur, ne faut pas te marier. Tu dis non, c'est l'égalité, madame, je vais te donner les... C'est quoi? Il y a des hommes aussi peut-être qui ne viennent pas avec l'argent. C'est la femme qui essaye de surmonter, de faire toutes les dépenses de la maison, et à un certain moment, la femme se rebelle et elle arrête de faire ça. Mais aux femmes où leurs maris sont disposés à amener les moyens dans la maison et que cette femme-là refuse d'apporter ses avoirs dans la maison, ça, c'est d'office, ce n'est pas de bonnes femmes. Parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui travaille ensemble son mari pour le bien-être du foyer et des enfants, afin que la famille aille de l'avant et que ils fassent des projets ensemble. Sinon, ça ne va pas aller. Parce que tant que yaka ou bien tant mobile akenda kobala mwasi tobala na pona kosungana soko moni ke mobile azana baisse mwasi moi mouvement ezali okosunga pe mobile no problème ezate donc yango nga nazalaki nango poete na yeba koyebisa bandeko na logique soki totali ke mobali ye moko adebeyaka mpona ndako donc kozala ba faillite ebele yango ozomona ke bandeko basi ebele tozomona bamiso baoteka bamai bamiso baoteka bamalala bamiso baoteka boye yo kobule neti mobali abwakisa me mobali abwakisa ete azosala po ete parce que briki moko etongaka ndako te eseyeli ke basala mwasi aluki mobali aluki na pokwa bakutani soki baza vrai couple mpe batambola na bomoko omoni mpe couple na bango ezo avance bokoloba mpe lobilobi bolobi ke bato wana basimbikisi me basimbikisi te parce que bazalaki otambola na nzela moko mwasi na mobali mwasi alingi mobali na ye soki amoni ke mwa foyite eza na ngambo ya mobali akoluka mwaye akoede mobali donc bandeko na biso ya basi boyebake mobali mpe bata mosusu tokoki obima neti ne na bimi na evili boye oyo nzambe akopesa na pese merci mais okomona mpe moko mosusu na bimi na ngai maboko pamba soki mwasi aza nango aza na droit ya kosunga nga parce que tokoma eloko moko. La femme doit aussi aider son mari. C'est pas seulement que le mari doit faire tout pour les frais des enfants, tout. Une femme aussi doit aider son mari parce qu'on dit c'est seulement soumise en tout. Un homme ne peut pas faire tout, peut-être. Là aussi, c'est besoin à faire. Mais pour moi, la femme doit aider seulement son mari. Au moment où l'homme est en train de contribuer, là, il faut savoir si cet argent de la femme sert à quoi. Si ça sert absolument à rien, là, il faut se poser des questions. Sinon, si ça sert à une autre façon de pouvoir développer la maison ou développer ou entreprendre quelque chose, là, on n'en disconvient pas. Mais lorsque ça ne sert à rien, là, il faudrait vraiment en savoir plus de pourquoi cette femme ne contribue pas pour sa maison. Vous avez suivi donc ce reportage de Géopolis Rédaction. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux répartitions des charges, donc à la répartition des charges entre un homme et une femme qui sont dans un couple, mais les deux travaillent?
La première des choses pour moi, il faut qu'il y ait d'abord le dialogue et savoir définir les bases dès le début de la relation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait définir les bases d'une relation, on pourra harmoniser ou bien se projeter dans le futur. En tant que couple, il est important de mettre l'intérêt du couple. Le couple ou le mariage en soi, ce n'est plus le je, c'est le nous. Lorsque le nous domine, on saura se mettre en retrait et faire avancer le couple. Et à cela, moi, je proposerais, pour les couples qui travaillent, ils peuvent avoir 3 comptes. 3 comptes, ils peuvent faire un compte conjoint où chacun des conjoints peut mettre quelque chose uniquement pour les dépenses du foyer. L'autre compte peut être décentralisé ou centré uniquement sur le projet à venir du couple. Et l'autre couple peut être pour les dépenses personnelles de chacun de conjoints. Et cela permettra à ce qu'on sait répartir et voir les urgences. Parce qu'en tant que femme, deux fois il arrive qu'on soit dépensière. Mais lorsqu'on sait canaliser, on sait dialoguer, on sait communiquer avec son conjoint, on sait se dire, bon, ça c'est une priorité, ça c'est pas une priorité, ça c'est un besoin, ça c'est une nécessité, on pourra faire avancer le couple. Alors, en rapport avec le thème de l'année, c'est quoi pour vous une femme leader? Une femme leader, c'est une femme avec un grand F. On peut même dire une femme en majuscule tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une femme leader, elle porte tout le poids du monde, le poids de la famille, le poids de la société en elle-même, le poids même de sa propre vie. Parce qu'une femme leader, lorsque tu te focalises ou tu te proposes à ce que tu sois leader, automatiquement on est jugé. On est jugé par sa façon de parler, sa façon de se tenir. Tout ce que l'on fait et automatiquement se répercute sur les autres. On a une incidence sur les autres. Sans même le savoir, on a une équipe, on a un monde derrière nous qui nous suit. On ne sait pas, peut-être on sait les nommer, peut-être on ne le sait pas. Mais on voit même dans les réseaux sociaux où il y a des jeunes qui se disent « Non, moi je veux être comme telle femme, je veux être comme telle femme. » Tout ça pourquoi? Parce qu'en elle, on trouve quelques qualités que chacune de nous veut tirer une part d'elle et tout et tout. Tania Kapinga, on vous remercie d'avoir consacré votre temps pour répondre à nos questions, mais vous allez regarder la caméra si vous avez un dernier conseil ou ce que vous avez retenu du combat de la femme et du thème de l'année. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je peux dire, en tant que femme ou en tant que leader, je veux me donner ou citer 5 aspects de la femme leader pour moi. Il y a plusieurs aspects qu'on peut développer dans chacune de nous, mais il y a 5 points où la femme doit travailler sur elle. D'abord, la femme doit être enthousiaste. Enthousiaste pourquoi? Notre joie de vivre peut communiquer ou impacter la vie des autres. La femme leader doit être accessible. Notre accessibilité fera en sorte que les personnes qui nous approchent seront impactées par notre façon d'écouter, être à l'écoute des autres. La femme leader doit chercher l'excellence. L'excellence, ce n'est pas dans la globalité. L'excellence, c'est dans les détails. Et en tant que femme, on a cette grâce-là de chercher à toujours perfectionner les détails. Ça, c'est une qualité qu'a toutes les femmes, je peux dire. Et quatrièmement, la femme leader doit apprendre à écouter. Certes, la femme a la capacité de beaucoup parler que d'écouter. Aujourd'hui, la femme leader doit maintenant prêter son oreille à écouter la nation. Ce sera le mot de la fin, le mot de sagesse. On vous remercie d'avoir été là. Tania Kapinga, coordonnatrice de Géopolis Télévision. Fidèles téléspectateurs, on vous remercie aussi d'avoir été nombreux à suivre ce dernier numéro, en tout cas pour le mois de mars, mois dédié à la femme. On se quitte avec l'espoir de se retrouver la prochaine fois.